Les 3 premiers jours ont été intenses. Nous avons exposé les racines de l'attachement désorganisé dans l'enfance, décortiqué le chaos des relations amoureuses et nous avons affronté le miroir douloureux de la transmission parentale. Aujourd'hui, nous transposons cette analyse clinique dans un domaine où l'on pense à tort que les émotions n'ont pas leur place. C'est le monde du travail, la carrière corporate et l'entrepreneuriat. Bienvenue à ce 4e jour de notre semaine de restauration profonde où nous mettons l'accent sur le style d'attachement désorganisé. Je suis Carole Sanogo, coach certifiée en santé mentale, spécialisée dans l'accompagnement des traumatismes complexes et le développement du leadership. Le traumatisme ne reste pas à la maison lorsque vous allez au bureau. Il monte avec vous dans la voiture, il s'assied à votre bureau, il prend la parole en réunion de direction. L'adulte souffrant d'attachement désorganisé utilise souvent le travail comme un sanctuaire ou comme un champ de bataille. À l'extérieur, Joshua et Déborah ont l'air de professionnels brillants. Mais en coulisses, leur traumatisme non résolu sabote silencieusement leur succès financier et leur épanouissement de carrière. Entrons dans le bureau de Joshua, puis dans l'entreprise de Déborah. Joshua a décroché un poste de directeur de projet dans une multinationale prestigieuse. Techniquement, il est brillant. Ses stratégies sont impeccables. Mais Joshua traîne un fardeau invisible. Pour son inconscient, toute figure d'autorité, qu'il s'agisse de son directeur général ou d'un auditeur extérieur, est une réplique de son père imprévisible et violent. Un matin, lors d'une réunion de cadrage, son directeur lui fait une remarque pourtant constructive. Il lui dit ceci: « Joshua, ton rapport est excellent, mais j'aimerais qu'on ajoute la section budgétaire pour le prochain trimestre. Peux-tu revoir tes chiffres? » Une simple demande professionnelle, n'est-ce pas? Mais dans le cerveau de Joshua, c'est le signal d'une agression majeure. Le ton calme du directeur est immédiatement interprété par son amygdale cérébrale comme le calme avant la tempête de son enfance. Son système nerveux bascule tout de suite en mode combat. Son visage se crispe, ses poings se serrent sous la table. Au lieu de répondre professionnellement, sa voix devient hostile. Et il répond: « Si vous pensez que mon travail n'est pas à la hauteur, vous n'avez qu'à confier ce projet à quelqu'un d'autre. » Il ramasse ses affaires et quitte la salle de réunion sous les yeux stupéfaits du comité de direction. De retour dans son bureau, submergé par la honte et la peur latente d'être licencié, son disjoncteur saute. Joshua se dissocie. Il passe l'après-midi à fixer son écran d'ordinateur sans traiter ses emails. Il est totalement absent. Il rate une opportunité de promotion interne cruciale quelques mois plus tard parce qu'il est catalogué par ses pairs comme un élément brillant, mais il est ingérable et instable. Joshua sabote sa carrière parce qu'il combat un père virtuel à travers chaque patron qu'il rencontre. Déborah, de son côté, s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a créé son cabinet de conseil. Pour Déborah, le travail est devenu un anesthésiant. Puisqu'elle a appris dans son enfance qu'elle n'avait de valeur que lorsqu'elle annulait ses propres besoins pour satisfaire sa mère, elle applique la même formule en affaires. Elle est devenue une bourreau du travail. Elle est devenue workaholic, pratiquant le people pleasing, qui est le besoin compulsif de plaire à un niveau clinique. Déborah accepte tous les clients,
même les plus toxiques et les plus irrespectueux. Elle brade ses prix parce que demander sa juste valeur lui donne l'impression de commettre un crime ou de risquer le rejet. Elle travaille 16 heures par jour, répond aux emails à 2 heures du matin et fait le travail de 3 collaborateurs sans oser déléguer. Car pour son inconscient désorganisé, si je ne contrôle pas tout, tout va s'effondrer et on va m'abandonner. Un jour, elle s'associe à un investisseur charismatique pour agrandir son cabinet. Cet homme lui rappelle étrangement l'instabilité de sa mère. Il est imprévisible, il souffle le chaud et le froid. Son intuition lui crie de fuir, mais Déborah ignore les signaux d'alarme. Face aux exigences disproportionnées de cet associé, elle se dissocie de son corps. Elle ignore sa fatigue chronique, ses douleurs d'estomac, ses insomnies. Elle signe des contrats sans les lire attentivement. Elle devient prisonnière d'une passivité totale. Et bien sûr, le résultat est catastrophique. L'associé s'accapare sa propriété intellectuelle, vide les comptes de l'entreprise et la laisse au bord de la faillite, en plein burn-out hospitalier. Déborah a utilisé le travail pour acheter l'amour et elle y a trouvé la spoliation. Ce que Joshua et Déborah traversent sur le plan professionnel porte un nom en psychologie organisationnelle et en traumatologie. C'est le transfert traumatique en milieu professionnel associé à l'hyperperformance défensive. Analysons cliniquement ces mécanismes pour nous permettre de comprendre comment un traumatisme d'enfance détruit un compte bancaire ou une réputation professionnelle. Parlons premièrement du transfert de l'autorité. C'est la projection. En psychologie, le transfert est le processus par lequel un individu redirige inconsciemment les sentiments, les attentes et les colères de son enfance vers une personne de son présent. Je précise, c'est inconscient. En milieu corporate, le supérieur hiérarchique, le conseil d'administration ou les clients importants deviennent des figures parentales de substitution. Pour l'adulte désorganisé comme Joshua, l'autorité est par définition perçue comme une menace d'abus de pouvoir. Le cerveau ne fait pas la différence entre un recadrage managérial légitime et une agression parentale destructive. Le système nerveux reste coincé dans une posture de combat. C'est la position du fight, ce qui génère de l'insubordination chronique, de la paranoïa professionnelle et de l'auto-sabotage de carrière à cause de la projection. Deuxièmement, nous allons parler de l'hyperperformance défensive et de l'évitement émotionnel. Pour beaucoup de personnes traumatisées, le succès professionnel ou l'hyperactivité entrepreneuriale est une stratégie de survie majeure. C'est ce qu'on appelle l'hyperperformance défensive. Le travail devient un mécanisme d'adaptation pour 2 raisons. Cette hyperperformance conduit numéro 1 à l'évitement émotionnel. Tant que je travaille 80 heures par semaine, mon cerveau est trop occupé pour ressentir la douleur de mon vide intérieur ou la terreur de mes souvenirs traumatiques. Le travail est utilisé comme une drogue qui est cependant socialement valorisée. Parce que la personne est célébrée de l'extérieur. Mais en réalité, l'hyperperformance est utilisée comme évitement émotionnel. Deuxièmement, l'hyperperformance défensive est utilisée pour l'achat de la sécurité. L'adulte désorganisé comme Déborah pense que
S'il devient indispensable, performant et parfait, il ne sera jamais rejeté, licencié ou abandonné. Le problème, c'est que cette performance n'est pas saine. Elle est alimentée par l'anxiété et le cortisol, qui est l'hormone du stress. Comme la personne est déconnectée de son corps par la dissociation, elle n'entend pas les signaux d'alarme physique de l'épuisement. Elle court vers le burn-out avec le sourire, jusqu'au jour où le système nerveux s'effondre totalement. La personne tombe dans l'hypoexcitation, rendant la personne incapable souvent de sortir même de son lit pour aller travailler. Troisièmement, nous avons le sabotage de la visibilité. Ou autrement dit, c'est la peur du succès. Pour un système nerveux désorganisé, être vu, réussir ou être mis en lumière équivaut à un danger de mort. Dans l'enfance de Joshua, se faire remarquer signifiait attirer les coups de son père. Dans celle de Déborah, exprimer sa joie déclenchait la dépression de sa mère. Donc, à l'âge adulte, l'entrepreneur ou le cadre va inconsciemment saboter ses plus gros contrats ou ses promotions au moment précis où il s'apprête à réussir. Le cerveau sabote la visibilité pour maintenir la personne dans la zone de l'ombre. Parce que pour son subconscient, l'ombre est synonyme de survie, l'ombre est synonyme de sécurité. Voyons alors comment est-ce que ce masque corporate a un impact systémique. Le dérèglement professionnel de l'adulte désorganisé a un impact systémique majeur sur son environnement et sur sa communauté. Voyons premièrement l'impact sur l'économie familiale et le patrimoine. L'auto-sabotage financier et la mauvaise gestion des partenariats, comme nous avons vu dans le cas de Déborah, maintiennent ces professionnels dans une insécurité financière chronique, malgré qu'ils ont un potentiel immense. Joshua change d'emploi tous les 2 ans à cause de conflits avec sa hiérarchie, perdant ainsi son ancienneté, ses avantages et sa stabilité financière, ce qui cause un stress dans sa famille. Déborah, elle génère du chiffre d'affaires, mais ses comptes sont vides à cause de clients qui ne la paient pas et d'associés qui l'exploitent. Le traumatisme bloque la création de richesses générationnelles. Si l'adulte désorganisé accède à des postes de haute direction sans être guéri, il devient un manager hautement toxique. Donc, cela a un impact sur la culture d'entreprise et le management. Joshua, devenu directeur général, reproduira le modèle du manager imprévisible. Il terrorisera ses équipes par des colères mémorables pour ensuite s'enfermer dans son bureau sans donner de directive. Il créera ainsi une culture d'entreprise basée sur l'hypervigilance et la peur, détruisant le capital humain de son entreprise. Voyons l'impact sur l'écosystème entrepreneurial. Dans nos communautés africaines et de la diaspora, l'entrepreneuriat est souvent le moteur du développement. Mais le manque de guérison intérieure fait que beaucoup d'entrepreneurs brillants sont incapables de s'associer à long terme. La méfiance chronique, la paranoïa des affaires et l'incapacité à gérer les conflits professionnels de manière saine, en se dissociant ou en explosant. Ce sont les 2 options utilisées. Il n'y a pas de résolution saine de conflit. Font capoter des projets industriels ou commerciaux majeurs qui auraient pu créer des centaines d'emplois.
Et enfin, le masque corporate a un impact sur la foi personnelle et la théologie de la prospérité. Joshua et Déborah projettent leur dérégulation professionnelle sur leur vie spirituelle. Joshua pense que sa pauvreté financière ou ses échecs professionnels sont le fruit d'attaques, de sorcellerie ou de la colère de Dieu, alors qu'il s'agit de conséquences directes de son insubordination et de son impulsivité relationnelle au travail. Déborah sème d'importantes offrandes à l'Église pour que ses affaires décollent. Mais elle continue d'accepter des contrats toxiques par manque de limites psychologiques. Dans le ministère, au sein de l'Église, ils transportent leur masque corporate. Joshua devient le diacre ou le trésorier rigide, contrôlant les finances de l'Église avec une suspicion maladive, traitant les pasteurs ou les fidèles comme des fraudeurs potentiels. Déborah, elle s'occupe de la gestion des événements de l'Église jusqu'à l'épuisement total, utilisant l'approbation du pasteur comme un substitut à l'amour maternel qui lui a manqué. Elle refuse de se reposer, affirmant que le travail de Dieu n'attend pas, masquant son hyper-performance défensive derrière un zèle religieux aveugle. Chers amis, cadres, managers, entrepreneurs, le marché du travail n'attend pas que vous finissiez de pleurer sur votre enfance pour vous imposer ses règles. Si vous continuez à laisser le petit garçon terrifié ou la petite fille invisible piloter votre carrière, vous finirez ruiné, épuisé et frustré au seuil de votre destinée. Le masque corporate doit tomber aujourd'hui. Voici votre plan d'action que je vous propose pour cette semaine. Premièrement, faites un audit d'autorité conscient. Écrivez le nom de votre patron, de vos principaux clients ou de vos associés. Posez-vous honnêtement la question. Dans mes réactions avec ces personnes, quelle est la part de réalité professionnelle actuelle? Et quelle est la part de ma projection de l'enfance? Si votre patron vous fait une critique et que vous avez envie de démissionner ou de hurler, forcez votre cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui réfléchit logiquement, forcez-le à se réactiver parce que vos mécanismes l'éteignent automatiquement. Parce que ce que votre patron serait en train de vous dire n'est qu'un feedback sur un dossier. Ce n'est pas une condamnation de votre identité. Deuxièmement, je vous invite à fixer des barrières financières et de temps non négociables. Si vous êtes comme Déborah, augmentez vos tarifs de 20% dès cette semaine pour tester votre capacité à assumer votre valeur. Éteignez votre téléphone professionnel à 19h. Apprenez à dire non, je ne pourrai pas traiter ce dossier dans ce délai, mais je vous propose telle alternative. Sortez de l'esclavage du people pleasing. Pour assainir notre vie professionnelle, nous devons soumettre nos carrières et nos entreprises à la loi divine de la parole de Dieu. Lisons ensemble un texte très important pour la vie professionnelle. Dans Colossiens le chapitre 3, les versets 22 à 24. La version amplifiée nous dit: Employés, obéissez en tout à vos maîtres terrestres
non pas seulement avec un service de façade, quand leur œil est sur vous, comme des gens qui cherchent uniquement à plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, avec intégrité de motivation, motivés par la révérence pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre tâche, travaillez-y de bon cœur, avec enthousiasme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant avec certitude que c'est du Seigneur que vous recevez la récompense de l'héritage. C'est le Seigneur Jésus-Christ que vous servez en réalité. Voyez-vous ici la libération psychologique que ce texte apporte à Joshua et à Déborah? L'apôtre Paul, dans ce verset, s'adresse aux travailleurs et brise le piège du transfert et de la projection. Il dit, ne travaillez pas comme des gens qui cherchent uniquement à plaire aux hommes. Comme c'est le cas du people pleasing que Déborah fait pour éviter le rejet. Et il ajoute que vous ne travaillez pas pour des maîtres humains. Le père bourreau que Joshua voit à travers ses supérieurs hiérarchiques. Le texte dit, c'est le Seigneur Christ que vous servez en réalité. Lorsque vous comprenez cela, votre patron perd le pouvoir de vous traumatiser. S'il crie, c'est en fait son problème, pas le vôtre. Votre associé n'a plus le pouvoir de vous détruire, car votre héritage et votre récompense ne dépendent pas de sa droiture, mais de la fidélité de Dieu. Vous êtes libéré de la peur du rejet humain au travail, car votre validation a déjà été signée à la croix par Christ. Vous pouvez enfin manager avec amour, obéir avec dignité et entreprendre avec une assurance inébranlable. Nous allons maintenant prier. Et je vous invite à répéter la première partie de cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te présente ma carrière, mes projets et mes finances. Je reconnais que j'ai utilisé le travail comme un masque pour cacher mes blessures. Je te demande pardon pour l'insubordination, la colère et la paranoïa face à mes supérieurs. Je te demande pardon pour l'hyper-performance défensive et le sabotage de mon succès. Je refuse de voir mes patrons ou mes clients à travers le prisme de mes parents traumatisants. Aujourd'hui, je déclare que mon identité ne dépend pas de ma réussite professionnelle. Je renonce aux besoins compulsifs de plaire pour éviter le rejet au travail. Je décrète que Jésus-Christ est le seul patron de ma vie et de mes affaires. Je reçois la clarté, l'intégrité de motivation et la paix dans mon entreprise. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour clore notre épisode d'aujourd'hui, j'aimerais maintenant prier. Excellent Père de grâce, Dieu de justice et d'élévation, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui souffre en silence dans son environnement professionnel, bloquée par des plafonds de verre psychologiques et des cycles d'auto-sabotage financier. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes du traumatisme qui retiennent les destinées professionnelles
des hommes et des femmes qui m'écoutent. Je brise la puissance de la paranoïa et de la rébellion corporate. J'ordonne à tout esprit de colère défensive qui pousse Joshua à saboter ses promotions et à fuir devant l'autorité, de plier bagage maintenant. Que le calme et la sagesse de Daniel prennent la place de la fureur de l'enfance au nom de Jésus. Je brise l'esprit de pauvreté et de spoliation financière. Toi, esprit de manipulation, qui poussait Déborah à accepter des associés prédateurs et des contrats de ruine par peur du conflit. Je t'assèche aujourd'hui par le sang de Jésus. Je décrète que le radar interne de mes frères et de mes sœurs est réinitialisé par le Saint-Esprit. Ils repéreront les loups du monde, des loups du monde des affaires à des kilomètres et sauront dire non, un non ferme et protecteur au nom de Jésus. Je commande à la santé physique et mentale de cette audience, de ces hommes et des femmes, ces femmes qui m'écoutent d'être restaurées. Je brise la puissance du burn-out chronique. J'ordonne au système nerveux de sortir de l'état d'hyperperformance anxieuse. Recommencez à dormir, recommencez à respirer. Votre valeur n'est pas dictée par le nombre d'heures de travail. Alléluia. Je libère l'onction d'élévation et d'impact. Que les ruines de vos entreprises soient rebâties. Que Dieu vous donne la faveur auprès des rois, des directeurs et des nations. Non pas à cause de votre performance de façade, mais à cause de la présence de Christ en vous. Que l'auto-sabotage s'arrête et que les portes des finances du royaume s'ouvrent maintenant pour vous. Merci Père, parce que tu es le Dieu qui qualifie les brisés pour les asseoir à la table des grands. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen et amen. Merci encore à vous d'avoir suivi ce jour 4. Ce message est une clé de délivrance financière pour plusieurs. Partagez cette vidéo avec des professionnels en plein burn-out, des entrepreneurs qui luttent pour décoller, des cadres en conflit avec leur hiérarchie. Devenez le canal de leur libération professionnelle. Et on se retrouve demain pour le jour 5, le sommet de la restauration, la guérison de l'esprit d'adoption. Nous allons sceller ce parcours en voyant comment réécrire définitivement notre style d'attachement, notre script d'attachement dans les bras du Père Céleste pour marcher dans une paix totale. C'était Carole, votre coach. Prenez soin de votre santé mentale et aussi de votre carrière, car vous êtes nés pour impacter le monde. Je vous dis donc à demain.